Parmi le corpus, le texte qui a été choisi pour le commentaire vous plaît, vous avez donc décidé de prendre le commentaire littéraire comme travail d'écriture. À mon avis, c'est une bonne idée. Simplement, il faut savoir que beaucoup de candidats le prennent et que donc vous devez faire la différence pour réussir votre commentaire et avoir une bonne note. Alors, comment faire ? Le premier objectif, c'est de trouver les fameux axes, c'est-à-dire les idées directrices de votre commentaire. Alors moi, je vais vous proposer 5 étapes pour y parvenir relativement aisément. Première étape, il faut que vous examiniez avec précision le paratexte, c'est-à-dire les sources du texte et les lignes en italique qui le précèdent et qui l'introduisent. Grâce aux sources, c'est-à-dire l'œuvre dont il est extrait, la date où il a été écrit, la date de la composition de l'œuvre, vous pouvez situer le texte dans son contexte historique et le rattacher, le cas échéant, à un mouvement littéraire. Un exemple, un texte écrit en 1830 est à rattacher au mouvement romantique. Les lignes d'introduction que l'on vous donne vous servent en général à situer le texte dans l'œuvre et surtout lorsqu'il s'agit d'un extrait de roman ou d'un extrait de théâtre. Toutes ces indications vous seront très utiles pour nourrir et construire votre introduction. Deuxième étape, vous devez lire attentivement le texte. Et surtout, prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Je pense qu'il faut y passer à peu près 10 à 15 minutes, tranquillement. Lisez en même temps les notes qui souvent vous éclairent et vous évitent de faire des contresens sur le texte. Troisième étape, vous devez chercher les fameux axes, donc les idées directrices de votre commentaire. Tout d'abord, sur le coup, écrivez vos réactions personnelles qui sont en général les bonnes. Est-ce que le texte vous a fait rire? Est-ce qu'il vous a ému? Et si oui, quelle émotion a-t-il créé? Est-ce qu'il vous a choqué? Voilà. Donc vous écrivez d'abord, en vrac, vos impressions. Ensuite, de façon plus rigoureuse, vous définissez les caractéristiques essentielles du texte pour en déduire ce que moi j'appelle, avec un mot emprunté à la chimie, la formule. Ça veut dire la définition, si vous voulez, un peu la carte d'identité du texte. Alors, comment faire cette fameuse formule? Dans cette formule, vous devez indiquer d'abord le genre du texte, poésie, théâtre, roman. Ensuite, si vous le connaissez, vous déterminez le mouvement littéraire auquel il est attaché. Humanisme, classicisme, romantisme. Puis, vous cherchez le type de discours que comporte le texte. Est-ce que c'est un texte qui raconte? Est-ce que c'est un texte qui décrit un personnage ou un lieu? Est-ce que c'est un texte qui prend position sur une idée, par exemple sur la peine de mort? Après quoi, vous dégagez de façon très nette le ou les thèmes principaux du texte. Puis, partant de vos réactions, vous déterminez le registre du texte. Vous savez, ce sont ces fameux mots en « hic ». Alors, est-ce que le texte est tragique? Est-ce qu'il est satirique? Est-ce qu'il est pathétique? Si vous n'arrivez pas à déterminer vraiment un registre, n'hésitez pas à caractériser le texte par des adjectifs qui font partie de votre propre vocabulaire. Le texte est provocateur, le texte est dégoûtant, pourquoi pas? Le texte est agréable dans ses sonorités. Voilà. Et puis, en dernier lieu, déterminer les intentions de l'auteur. Et pour ce faire, il est commode de commencer votre expression par « pour » plus un infinitif. « Pour critiquer le roi »,« pour faire voir de beaux paysages ». Voilà. Alors, il faut faire attention parce qu'un même texte peut combiner plusieurs types de discours, plusieurs registres, plusieurs thèmes aussi, et plusieurs intentions. Donc, il faut être le plus précis possible pour cette fameuse formule. Prenons par exemple le poème de Victor Hugo, Demain dès l'aube. Le paratexte vous indique que Hugo a écrit ce poème en hommage à sa fille Léopoldine, qui était morte quelques années auparavant. Alors, pour Demain dès l'aube, on peut donner la formule suivante. Genre, c'est un poème en vers régulier,
sous forme de dialogue. Le mouvement littéraire, c'est le romantisme, puisque, vous le savez, Hugo est un poète romantique. Le type de discours que comporte ce poème, ce sont des discours à la fois narratifs et descriptifs. En effet, Hugo raconte le voyage qu'il projette de faire jusqu'à la tombe de sa fille, et en même temps, il évoque, il décrit les paysages qu'il va traverser pour aller sur la tombe de sa fille, et il se décrit lui-même, donc il fait son portrait. Quels sont les thèmes majeurs de ce texte? C'est la nature, c'est la mort et le deuil. Le registre qui se définit par rapport aux réactions que vous avez par rapport au texte, je dirais que ce poème, c'est un poème élégiaque, c'est-à-dire sur le ton de la plainte, et pathétique, c'est-à-dire poignant, avec de temps en temps quelques accents lyriques, c'est-à-dire un peu plus exaltés. Qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme autre adjectif qui permette de caractériser le poème? Je vous propose par exemple un poème pictural, comme une peinture, coloré, un poème intime, mélancolique, mais en même temps discret, et même s'il est poignant, allusif, délicat, et vous pouvez continuer la liste. Les buts de Hugo dans ce poème, c'est d'abord d'évoquer un voyage à venir, c'est aussi pour exprimer sa tristesse qu'il écrit et pour faire revivre en quelque sorte une morte par le souvenir grâce à la poésie. Une fois que vous avez établi la formule du texte, vous prenez vos surligneurs et vous surlignez de la même couleur les mots qui expriment une idée à peu près similaire. Vous avez trouvé vos axes et maintenant, il faut vérifier que vos axes soient pertinents, qu'ils soient bons, hein, toujours en vous appuyant sur la formule du texte. Donc on arrive à la quatrième étape, deux moyens pour vérifier cette pertinence. Vous devez essayer de faire précéder la formulation de vos axes par l'expression « je veux montrer que » ou « je veux montrer comment ». Pourquoi? Parce que cette formule vous montre que vous argumentez sur le texte et que vous ne le paraphrasez pas, que vous ne redites pas ce qu'a dit l'auteur. Alors dans le cas du poème de Demain dès l'aube, nous voulons montrer, ou vous voulez montrer, qu'à travers l'évocation d'un voyage dans la nature, le poète esquisse des paysages qui sont à l'unisson de son état d'âme. J'ai pu mettre « nous pouvons montrer que », donc mon axe est pertinent. Puis, nous montrerons aussi comment Hugo exprime sa tristesse de façon poignante, et en dernier lieu, comment, par le pouvoir du langage poétique, il apaise sa douleur et surmonte le problème de la mort. Bien évidemment, lorsque vous rédigez, vous enlevez cette formule « je veux montrer que », mais sur votre brouillon, pour vous assurer de la pertinence des axes, vous l'écrivez. Deuxième moyen pour vérifier la pertinence de vos axes, vous prenez vos surligneurs, vous utilisez une couleur par axe, et dans le texte, vous surlignez les mots, les expressions qui vous servent de preuve pour cet axe. Donc si vous avez deux axes, deux couleurs, trois axes, trois couleurs, vous ne surlignez pas 4 ou 5 lignes de suite, juste les expressions qui peuvent servir de preuve qui soient convaincantes. Alors à partir de ce moment-là, vous êtes mûr pour vous lancer dans l'écriture du plan détaillé. Et on arrive justement à la 5e étape, le plan détaillé du commentaire. Il faut d'abord mettre dans l'ordre les axes que vous avez trouvés. Alors quel principe suivre? Il faut aller du plus simple, ce que j'appelle du plus évident, ce qu'on voit en premier, au plus complexe, au moins évident, c'est-à-dire ce qui est souvent implicite, par exemple ce qu'on appelle le message de l'auteur. Lorsqu'on analyse davantage le texte, on trouve des idées qu'on n'avait pas vues à la première lecture. C'est ce fil conducteur qui doit diriger le plan de votre commentaire.
Et puis après, il faut structurer chacune des parties en 2 ou 3 sous-parties ou paragraphes et travailler sur les transitions entre les parties, de façon à ce que les parties ne donnent pas l'impression d'être juxtaposées, mais qu'elles se suivent logiquement selon la progression que je viens de définir. Alors, un conseil pour ne pas perdre trop de temps, 3 heures, ça n'est pas très long, ne recopiez surtout pas les citations que vous avez relevées dans le texte sur votre brouillon. Votre surlignage de couleurs vous suffit pour retrouver les expressions au moment où vous rédigez. Suit la rédaction du devoir. Et là, j'ai un petit peu de mal pour vous donner un mode d'emploi. Alors, si je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, qui me paraît extrêmement important, c'est celui-ci que vous devez retenir. Lorsque vous rédigez, vous devez vous assurer que chaque paragraphe comporte 3 composantes. Alors, quelles sont ces composantes? La première composante, c'est l'idée. L'idée, c'est-à-dire ce que vous voulez prouver. Mais l'examinateur sera en droit de vous dire « Ah bon, prouvez ». Donc, la deuxième composante, ce sont les citations ou les indices que vous avez relevés dans le texte. Là encore, l'examinateur peut vous dire « Ah bon, et alors ?» Et alors, vous allez qualifier ce que vous avez relevé, ce que j'appelle moi la qualification des éléments relevés, c'est-à-dire, par exemple, identifier le procédé stylistique utilisé, expliquer ce que vous avez relevé. Il peut s'agir d'une métaphore empruntée au monde animal, par exemple. Alors, retenez cette formule magique pour faire un bon paragraphe. Moi, je l'appelle ICQ. I, c'est l'idée. C, c'est la citation, ou ce sont les citations. Et Q, c'est la qualification de la citation. Alors, je pourrais continuer avec beaucoup d'autres conseils, mais il me semble que je vous ai dit l'essentiel et il me reste à vous souhaiter un bon commentaire et l'obtention d'une très bonne note.